Retour sur le plateau de la semaine de l'Écho. Je suis toujours en compagnie de Jean-Paul Betbez, économiste, président de Betbez Conseil, François Calfon, conseiller régional Île-de-France du Parti socialiste et délégué à l'emploi, Denis Jacquet, entrepreneur et président de Parrainer la croissance. Alors vous le savez, la Réserve fédérale remonte ses taux directeurs d'1/4 de point, une première depuis 9 ans. Alors pourquoi Janet Yellen dégaine-t-elle maintenant? Quel impact sur les économies américaines et européennes? Je vous propose d'écouter la présidente de la Fed et on en débat ensuite. La reprise de l'économie américaine a fait du chemin, mais elle n'est pas finie. Le marché du travail peut encore s'améliorer et l'inflation continue d'être en dessous de nos objectifs à long terme. Mais avec une économie qui fonctionne bien et qui devrait continuer dans ce sens, le comité a jugé qu'une modeste augmentation du taux directeur est désormais appropriée, tout en reconnaissant que même après cette augmentation, notre politique monétaire demeure accommodante. Jean-Paul, alors pourquoi maintenant? C'est son grand moment, Janet Yellen. Elle a hésité. Non, elle avait dit avant la fin de l'année. Oui, donc c'est fait. Ça y est, c'est fait. Bon, tout le monde l'a anticipé. Bon. C'est fait. Le problème, c'est que c'est l'inverse de Star Wars. C'est pas la force, c'est la douceur. Il faut faire les choses tranquillement, doucement, pour faire en sorte que le dollar ne monte pas trop et que les taux d'intérêt ne montent pas trop. Donc, son travail est de dire... Je l'ai fait, je vous avais dit que je le ferais, et la prochaine fois, ce sera dans 6 mois, ce sera longtemps. S'il vous plaît, je m'occupe de la croissance économique, elle est là, et je voudrais la prolonger le plus longtemps possible. Alors justement, l'économie américaine est-elle sortie de la crise? En fait, c'est la question qu'on se pose après cette décision. Pour l'essentiel, oui. Ouais. C'est-à-dire que, grosso modo, l'inflation, elle est à 2%. Elle est trop basse. Non, elle est à 2%, elle est à 0 parce qu'il y a un effet pétrole. Mais si vous enlevez le pétrole, elle est à 2. Et ensuite, l'emploi, il est à 5%. Donc en réalité, l'économie américaine marche. Et 5% elle marche avec 60% des gens qui ne sont plus dans le marché du travail, Jean-Paul Betbez. C'est ça l'histoire. Tout à l'heure, ça fait beaucoup d'exclus. Attendez 2 secondes. Il se trouve qu'on lui demande le plein emploi. Et on lui dit, le plein emploi, c'est 5% de taux de chômage. Elle l'a là. Il y a, parallèlement à ça, effectivement, des gens qui sont écœurés, des gens qui sont partis, des gens qui ont lâché prise. C'est vrai. Mais ça, comment on peut faire? C'est pour ça qu'elle est restée des mois et des mois avant. Mais là, c'était la bonne décision, il fallait le faire. Non, mais avant. Si on avait eu la même politique généreuse, expansionniste sur les taux d'intérêt, politique monétaire en Europe, on l'a maintenant, hein, mais on l'a avec un effet retard de 3-4 ans, on serait sans doute pas dans cette situation-là. Donc on ne peut pas critiquer la politique américaine. Non. La deuxième chose, pour faire le lien avec le sujet précédent sur la question du chômage, ils ont une manière de régler les questions d'emploi, je ne parle pas du droit du travail, qu'on ne sait pas faire en Europe et particulièrement en France, c'est la mobilité. Hein, et c'est pour des raisons culturelles. C'est-à-dire, on a les représentations dans les westerns de villes fantômes. Et c'est une réalité. Il y a même des villes industrielles fantômes. C'est-à-dire que Far West, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils savent régler, puisque c'est un très vaste pays continent, ils savent régler par la mobilité les questions de chômage structurel. Alors peut-être pas dans les Grands Lacs, hein, où il a fallu quand même avoir une politique que ne renierait pas la gauche en 1981 pour sauver les Big Three. Mais en moyenne, c'est quand même ce qu'ils font. Ils ont nationalisé les Big Three. Ils les ont nationalisés, politique keynésienne de gauche. C'est pour dire. Mais en dehors de ces coins presque européens, très industriels, de vieille industrie, la mobilité fait le reste. Et puis, évidemment, non pas le numérique des start-up, mais maintenant des monstres qui amènent de la valeur aux États-Unis, sans parler du lobby militaro-industriel. D'innovation, effectivement. Très indexé à la défense quand même. Hein. Bien sûr, toujours. Denis Jacquet, qu'est-ce que ça vous inspire, cette décision de Janet Yellen? Je n'ai pas d'avis super intelligent sur le sujet, donc parfois il faut savoir l'avouer, mais ce qui est important, c'est qu'on a deux pays... Pas d'effet sur vous, pas d'effet sur la France, pas d'effet... Non. Vous voyez Alors, pas... moi, à titre personnel, si le dollar monte, je suis ravi, parce que comme on se redéveloppe en ce moment aux États-Unis, plus je suis vendeur pour les États-Unis, et ça m'intéresse bigrement. La deuxième chose, c'est que les États-Unis sont financés très largement par l'investissement, à 20% par les banques, et que nous, c'est exactement l'inverse. Donc forcément, dès qu'un taux remonte pour une économie qui dépend principalement des banques comme la nôtre, ça a un impact beaucoup plus important. Donc ça, il faudra le revoir quand la vague arrivera en France aujourd'hui. Justement, je peux le mettre l'impact sur l'Europe. Parce que pour l'instant, Mario Draghi a
lui continue sa politique accommodante. Écoutez, nous, c'est nous, on a nos problèmes, eux, c'est eux. Et donc l'euro va continuer plutôt à baisser, on va rester dans cette logique. Toute la politique secrète est de dire je vais faire en sorte que l'euro soit protégé. Vous, Madame Guilaine, vous faites votre travail. Vous avez une économie qui monte. Moi, non. Moi, j'ai des problèmes. C'est un problème d'avoir deux politiques monétaires différentes, justement, entre l'Europe et les États-Unis. Parce qu'on a deux économies différentes. Eux, ils sont à 2% de croissance, nous pas. Eux, ils ont un plein emploi, nous pas. Ils ont un taux de chômage qui est la moitié du nôtre. Pourquoi voulez-vous qu'on ait la même politique? Et tout le monde va jouer les prolongations. Les Américains ont commencé. Les Anglais vont dire, écoutez, nous on a le Brexit, nous on a nos soucis. Oui, ils ont leur propre banque centrale. Donc et bien entendu, oui, mais nous, tout le monde va jouer les prolongations. Jeannette, tu as commencé, vous avez commencé. Mais non, elle a bien réussi et on vous suit dès que possible. François Calfon, tout de même, avec ces taux d'intérêt très bas, cet euro très faible que la gauche souhaitait depuis très longtemps, l'impact sur l'emploi en France... Ben, ça renvoie quand même, pas terrible. Sans torture, Stéphanie Antoine, ça renvoie quand même à un sujet effectivement d'ordre structurel sur notre marché du travail, sur notre compétitivité. Et je vais même dire une chose, parce que à chaque fois, c'est un peu comme Diafoirus, voilà, c'est comme on dit, c'est le poumon. On répète à l'envie. C'est pas que le code du travail, c'est l'ensemble de la structure de nos entreprises, de l'absence d'existence d'entreprises de taille intermédiaire, etc., etc. Et surtout, moi, je dis... C'est l'absence de réforme tout court. L'absence de réforme tout court. Voilà. Non, et puis, je dis aussi, puisque sur un sujet un peu plus financier, c'est quand même que l'entreprise patrimoniale qui garde dans son escarcelle le produit de savoir-faire est quand même quelque chose qui n'existe pas suffisamment en France. Les gens qui créent des entreprises, notamment celles en croissance, au bout de 5 ans, pour parler vulgairement, c'est un peu prends l'oseille et tire-toi. Alors qu'il faudrait plus de gens qui prennent un peu moins d'argent tout de suite, qui gardent leurs entreprises. C'est comme ça que ces entreprises grandiraient. Et c'est quand même ce qui nous manque. Je parle d'un aspect structural qui est tout à fait Donc il faut les laisser important. Grandir, il faut qu'elles puissent grandir. Là, le problème, c'est que c'est un problème culturel. Si les gens préfèrent acheter, si les gens préfèrent toucher l'argent que de les faire grandir, quitte à gagner un peu moins, je ne sais pas comment faire. Ce n'est pas une politique publique qui peut répondre à ça. Denis Jacquet. Il faut peut-être simplement réfléchir au fait de donner envie aux gens. Pourquoi on vend très rapidement? La plupart de ceux, si je prends uniquement les startups, si je prends juste le secteur des startups qui est très particulier. Entre 2 et 5 ans d'existence, les PME mettent la clé sous la porte pour la plupart. Déjà, la plupart des boîtes qui sont là aujourd'hui ne seront plus là dans 5 ans. Et le nombre de gens qui arrivent à vendre très cher leur entreprise, il ne faut pas quand même oublier que c'est quelques millionièmes de %. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils vous disent? Soit ils sont jeunes, ils ont des startups, j'en ai un peu plus de 1500 chez moi, ils disent bon, on avait très peu de chances d'y arriver, on avait une chance sur 12 de sortir notre boîte, et sur une chance sur 12, on avait une chance sur 1000 de faire le jackpot de notre vie. Donc forcément, quand vous dites que vous n'avez pas confiance dans votre pays et dans son avenir, vous dites je prends effectivement l'argent et je vais voir après. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent... C'est l'économie casino quand même, sur le long terme. Mais pour des gens qui n'ont plus d'espoir, il faut se mettre à leur place. À un moment donné, ils se disent... On me propose de gagner au loto, pourquoi je vais réussir? Et qui est celui de nous quatre qui, se voyant proposer 20 millions, va dire non. Bon, donc je pense qu'il faut... Voilà. Il y en a même qui vendent avant 20 millions. Voilà. D'accord, mais moi, ce que je constate néanmoins dans ceux qui sont chez nous et qu'on connaît bien, etc., ils réinvestissent tous du fric dans d'autres boîtes. Donc ils les recyclent. Business Angels. Voilà, Xavier, que vous preniez Grandjean, vous preniez aujourd'hui l'argent, l'essentiel de ce qu'ils ont fait dans leur première plus-value, ils le réinjectent dans des boîtes tous les jours. Alors, et il y en a quelques-uns qui sont malheureusement on termine non pas avec la start-up, mais alors franchement avec le blockbuster Star Wars. Une éternelle start-up. C'est l'éternelle start-up qui fait beaucoup d'argent. Star Wars 7, le 7, le réveil de la Force sur les écrans en France depuis mercredi et partout ailleurs à partir de vendredi, donc 17 décembre, ce vendredi. Et puis pour son premier jour d'exploitation en France, le film a réalisé plus de 619 000 entrées pour 4,7 millions d'euros de recettes, selon Disney qui a racheté, comme vous le savez, l'entreprise et a fait donc une très bonne affaire. C'est un score assez impressionnant. Vous êtes fan, Jean-Paul Bedbez, de Star Wars Où est-ce que finalement ils exagèrent avec leur marketing? Pourquoi? C'est les Américains. Attendez, pourquoi? Ils nous ont fait croire que des Américains allaient faire 10 heures de vol pour aller voir le film en France. On s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait vrai.
Mais Stéphanie, j'aimerais Mais c'est bien que ce soit excessif. vous dire que je suis votre père. J'aimais que ce soit excessif. Il y a un côté rêve là-dedans, c'est bien. Rêve. Oui, on vend toujours le rêve Star Wars. On nous C'est une vend belle le rêve. entreprise. Et en réalité, quand même, c'est le résumé du modèle américain, parce que finalement, George Lucas, il commence par un truc qui est un peu un truc d'étudiant. Lui, il a touché le jackpot en vendant à Disney. C'était le Google d'avant Google. Il fait un petit film que clair. personne ne veut financer. Ça devient une saga. Évidemment, il y a tout le merchandising. Il revend un grand groupe. Et derrière, il y a quand même tout ce storytelling américain qui est une alliance d'un côté très teenager, de bambins. D'ailleurs, on les voit là. Ils ont 50 balais, etc. Ils sont déguisés en Star Wars. Et en même temps, sans oublier jamais de faire du business. Donc ça ne s'essouffle pas. C'est culturel quand même. C'est sympa, c'est pacifique. Enfin, bon, moi je suis plutôt James Bond, mais je trouve ça plutôt bon enfant, c'est sympa. C'est transgénérationnel, c'est très intéressant. Il y a aussi un peu de morale aussi. Il y a un peu de morale. Oui, le bien, le mal. Mais c'est bien. Et le bien gagne. Et le bien gagne, mais voilà. Mais ça, c'est très américain. À la fin, c'est les gentils qui gagnent, oui. Ça peut faire guise de notre conclusion. C'est un film. C'est un film. Qui gagne. Qui sont les gentils? En 2015, en tout cas, vive la bataille de 2016, parce que elle s'annonce quand même bien gratinée en France. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24. Le Paris des Arts. Cette semaine, le Paris des Arts pose ses caméras en Tunisie, à Djerba. Nous serons en compagnie de l'acteur et réalisateur français Bruno Solo. Nous irons découvrir le plus grand musée à ciel ouvert de street art au monde, Djerbaoud. Puis à la fin de l'émission, rencontre avec un artiste peintre. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur France24.com.